Voilà, la cause progresse, on va aller assez vite. Premier point, donc le Conseil régional s'est engagé. Comme vous le savez, après la réunion du 9 février, Laurent Beauvais, que je salue, qui est ici présent, a fait voter à l'unanimité par le Conseil régional une demande de moratoire. Cette demande de moratoire est un élément très important parce que c'est ce qui donne la possibilité d'approfondir les études, d'examiner tout ce qui n'a pas été examiné dans le cadre de l'enquête publique et après le jugement du tribunal administratif. C'est une décision très courageuse et une décision unique un petit peu dans les annales de ces projets-là, où en général, une fois que l'État a pris sa décision, c'est un peu irréversible. Ensuite, la ministre de l'écologie, nous l'avons rencontrée le 4 mars. Elle est particulièrement attentive et ouverte. Elle l'a démontré dans sa réponse à la question écrite posée par Jean-Vincent Blasset, où elle dit d'une part qu'il n'y a plus de marge de manœuvre pour l'État administrative, mais elle dit en même temps qu'elle comprend très bien les problèmes qui sont les nôtres. Et encore une fois, il faut savoir qu'il y a devant le Conseil d'État une cassation pour revenir sur la décision du tribunal administratif, et le ministère est consulté. Le ministère a la possibilité, dans son mémoire, de demander à Conseil d'État de rouvrir des voies juridiques pour l'administration, afin, encore une fois, qu'il puisse prendre le contre-pied de la décision du tribunal administratif. Bon, la ministre est mal conseillée, peut-être qu'elle l'est mieux maintenant. Yves Goasdoué va nous en parler, mais aussi bien ses services que le préfet de l'Orne étaient dans une position qui était une position intangible. On ne change plus rien, on va à l'ouverture, les choses sont en train de bouger. Ensuite, transparent suivant, des parlementaires qui s'impliquent. J'ai cité ici Yves Goasdoué et Véronique Louwagie. Je citerai un peu moins Véronique Louwagie, je viens de l'entendre sur FR3. Elle a pris une attitude de repli qui est tout à fait incompréhensible. Elle est parfaitement au courant du dossier, des problèmes que pose ce dossier. Elle nous avait promis il y a quelques semaines de lancer une mission d'information. Nous savons qu'elle a vu Christian Jacob, qui est président du groupe UMP, qui lui a donné son feu vert, et elle ne fait rien. Donc la mission d'information qui est en cours, à l'appui de la présidence de l'Assemblée nationale, de Claude Bartolone, et j'espère que Yves Goasdoué pourra la lancer. C'est un élément essentiel et complémentaire de la demande de moratoire. Ça veut dire qu'il y aura une enquête diligentée par des parlementaires sur tous les aspects de ce dossier, dont on sait très bien qu'un certain nombre posent des problèmes majeurs. Ensuite, les actions judiciaires se diversifient. Donc nous avons principalement devant le Conseil d'État une demande de cassation qui peut remettre complètement en cause la position du tribunal administratif. Il y a 3 projets de saisine judiciaire dans les jours qui viennent. Alexandre Faraud vous en parlera tout à l'heure. Et la voie pénale est largement examinée pour un motif de mise en danger de la vie d'autrui. Il y a beaucoup de facteurs, que ce soit la qualité de l'eau, que ce soit la proximité de la voie SNCF, que ce soit la pollution de l'air qui s'annonce. Il y a véritablement de quoi lancer une action pénale à titre préventif dans les prochaines semaines. Nonan fera jurisprudence, c'est une évidence. Les médias et les réseaux sociaux sont de plus en plus mobilisés. Quand on s'est réunis à Argentan le 9 février, il y avait 5500 likers, pour ceux qui connaissent bien, sur Facebook. On en est à 10 500 aujourd'hui. On a beaucoup plus de suiveurs sur les réseaux sociaux que Notre-Dame-des-Landes. Il faut dire que c'est un sujet qui est très consistant et qui implique à la fois les amoureux du patrimoine, les amoureux de l'élevage, les amoureux de la terre, et puis ceux qui ne supportent pas qu'on traite par le mépris la demande du peuple, la demande d'une population face à des études qui ont mal été faites et à des risques majeurs. Il y a aussi toutes les radios et toutes les télés qui sont mobilisées, et actuellement France 2 est en train de nous filmer pour une émission qui s'appelle Envoyé spécial la suite, qui devrait passer un samedi du mois de juin, et vous serez tous filmés. Les conséquences économiques et sociales, nous l'avons démontré dans le rapport que nous avons remis au préfet mi-novembre. Elles sont considérables, mais surtout, et c'est le transparent suivant, le coût pour les finances publiques sera compris entre 75 millions et 235 millions d'euros, c'est-à-dire beaucoup plus que le chiffre d'investissement annoncé par GDE. GDE annonce un investissement de 40 millions d'euros. On sait très bien que c'est totalement surévalué et qu'au maximum, le coût de l'investissement, c'est à peu près 8 à 10 millions d'euros. Donc le coût pour les finances publiques, les pertes de recettes fiscales et sociales, le coût des pertes d'emplois, le coût des infrastructures publiques, un rond-point, un toboggan, ça va coûter beaucoup plus cher qu'un dédommagement de GDE. Et là, on est au cœur du problème. Si un moratoire
est annoncé par la ministre, GDE demandera sûrement à être dédommagé. Ben, il faut savoir que ce dédommagement, même dans la pire des hypothèses, coûtera beaucoup moins cher que ce que ça coûtera aux citoyens à travers les finances publiques. Et quand GDE annonce qu'il y aura 450 000 € de recettes supplémentaires pour la commune de Nonant-le-Pin, c'est une vaste plaisanterie, parce que l'application de la réglementation aboutirait à une augmentation des recettes fiscales de la commune de moins de 100 000 €. Donc vous avez moins de 100 000 € d'un côté et des dizaines de millions d'euros de coûts par ailleurs. Il faut le savoir, l'indemnisation de GDE, ça sera une aubaine pour les finances publiques. Alors maintenant, quelques éléments sur le scandale qui est en train d'enfler. GDE ne répond plus. Ça fait quelques semaines que GDE ne répond plus à la presse. GDE est totalement absent. La seule chose qu'ils font actuellement, semble-t-il, c'est qu'ils pompent parce qu'il y a de l'eau qui est en train de s'accumuler dans le trou qu'ils ont creusé, ce qui tenterait d'ailleurs à démontrer que le rapport de Brettisel est tout à fait juste, puisque la nappe phréatique affleure et il suffit qu'il y ait un peu de pluie pour que l'eau remonte. Alors la nappe phréatique à 100 mètres de profondeur, je crois que c'est une vaste plaisanterie. Il suffit d'y aller, de regarder si vous pouvez, et vous verrez que l'eau est en permanence là. Donc ils se retranchent derrière un mutisme complet. Excusez-moi, et la seule chose qu'ils ont annoncée par voie de presse, c'est que leur investissement serait de l'ordre de 40 millions d'euros. C'est peut-être aussi une position de négociation pour essayer de récupérer quelques dizaines de millions d'euros dans le cadre d'une discussion autour de dommages et intérêts à venir. On accule suffisamment d'éléments pour que le scandale rejaillisse demain sur tous ceux qui auront été mêlés à ce projet. Il faut savoir que l'intérêt de ceux qui soutiennent ce projet aujourd'hui est de changer de bord très rapidement parce qu'on accumule des éléments et je pense qu'on va encore en accumuler beaucoup. Deuxième transparence suivant, le préfet de l'Orne, on se demande s'il n'est pas devenu le porte-parole de GDE. Alors il est possible que les choses changent, mais il a rendu ses conclusions en fin 2012 en disant qu'il n'y avait ni problème juridique ni problème technique. Il soutient l'idée qu'il n'y a plus rien à faire. Il est totalement imperméable aux arguments scientifiques. Et il y a quelques jours, prononcé dans la presse quelques avis tout à fait déplacés sur le rapport de Brettisel. Il engage en fait la responsabilité de l'État bien au-delà du raisonnable, bien au-delà de ce qu'on lui demande et de ce que son rôle lui commande. Il participe aussi à la montée de la tension. On ne se comprend pas pourquoi il affiche une telle volonté de collaboration. Et nous demandons, si le préfet ne change pas de posture, que Delphine Batho nomme un médiateur, de manière à ce qu'il y ait véritablement un dialogue avec les associations et aussi avec GDE, parce qu'il va bien falloir trouver une sortie à cette affaire-là, et il n'y a qu'un médiateur nommé pour cela qui pourra le faire, à moins que le préfet reçoive des instructions qui l'amènent à changer de posture. Transparent suivant, le tribunal administratif, bon, c'est un cas d'autisme judiciaire. Juste une information, nous avons appris récemment que le tribunal administratif essayait de traiter, de juger d'une manière extrêmement rapide un jugement au fond qui est frappé de cassation parce qu'il a été présenté en référé il y a 2 mois. Ça ne s'est jamais vu en général. Quand il y a un référé devant le Conseil d'État, le tribunal administratif attend d'avoir le résultat du référé pour juger au fond. Là, il semblerait que le tribunal administratif de Caen veuille brouiller toutes les étapes. Alors, nos avocats ont fait le nécessaire. Ça montre bien qu'il y a à la fois autisme et fébrilité au tribunal administratif de Caen. Les uns et les autres jugeront. L'énigme Lambert, c'est incompréhensible. Président du Conseil général qui défend la filière cheval, qui défend son département. Il a pris une posture de désintérêt total, même, je dirais, il cherche à ridiculiser les associations. Il est fréquemment sur les blogs, sur Twitter. Il a toujours une attitude qui est une attitude dont on se demande d'où il la tire. Il y a vraiment des questions là aussi. Si demain il y a une commission d'enquête sur cette affaire-là, je pense que Lambert sera le premier à être concerné. Pour conclure, le problème des Jeux équestres mondiaux, on sait que l'investissement est très important et Laurent Beauvais nous en parlera. C'est 75 à 85 millions d'euros. Certains disent que vous tous, vous êtes contre ces Jeux équestres. C'est totalement faux, bien évidemment. Toute la population, le monde du cheval, défend ces Jeux équestres et y participe. Mais il est évident que si demain il y a une décharge qui pollue, les caméras du monde entier filmeront ce qui se passe et ça sera le ridicule de la France. Donc on est pour les Jeux équestres, mais pas à n'importe quel prix et je pense que tout le monde en est conscient.
Alors maintenant, en conclusion, il y a deux postures possibles pour l'État. C'est le transparent suivant. Il y a soit l'orne fidèle à son emblème, qui est le cheval, soit l'orne fidèle à un emblème futur qui serait une accumulation de décharges. Alors, deux possibilités, l'État exemplaire ou l'État irresponsable. L'État exemplaire, voilà en quoi ça consiste. S'il vous plaît. L'État exemplaire nomme un médiateur ou fait évoluer le préfet dans le sens de la médiation. Il impose un moratoire à GDE jusqu'à septembre 2014, après les Jeux équestres mondiaux. Il fait expertiser la réalité des investissements de GDE, parce qu'entre les 40 millions qui sont annoncés et les investissements qui ont été faits, il y a probablement un ordre de grandeur de 1 à 5. Il lance les expertises complémentaires sur les nombreux aspects contestables du projet GDE, c'est-à-dire les pollutions multiples, notamment le problème de l'eau, de l'hydrogéologie, l'impact socio-économique, la voie ferrée. Il examine aussi les critiques, analyses et suggestions des associations. Il s'appuie sur la mission d'information au Parlement, à l'Assemblée nationale, qui doit absolument être lancée dans les prochaines semaines. Et il travaille en étroite relation avec le Conseil régional. L'État exemplaire demande aussi au Conseil général de l'Orne d'examiner le projet GDE au regard de la révision du plan d'enfouissement des déchets qui doit être révisé en 2013. Il faut absolument que cette année, le Conseil général s'en saisisse. Jusque-là, Lambert dit qu'il n'est pas concerné. C'est faux. Il favorise l'inscription sur la liste indicative du patrimoine mondial des terres d'élevage de la région du Haras-du-Pin. Le mouvement est lancé. Ça a été présenté aux 4 ministres concernés. L'instruction va commencer. On sait qu'elle est longue, mais le mouvement est lancé. Il recherche aussi des solutions alternatives intégrant l'évolution de la réglementation sur l'enfouissement des déchets. Il faut savoir que cette réglementation va évoluer au 1er janvier 2014 et la plupart des RBA qui doivent être enfouis ne pourront plus être enfouis, ce qui nous fait craindre les pires choses pour l'avenir de cette décharge, parce que s'il n'y a plus de RBA, qu'y aura-t-il d'autre, quand on sait que GDE cherche à acheter toutes les terres autour. Négocie avec GDE en calibrant les dommages et intérêts au regard des conclusions et expertises judiciaires, des analyses complémentaires et de la mission d'information. S'il est avéré que GDE a triché dans les études qu'il a remis au service de l'État, notamment au titre de l'hydrogéologie, je pense que GDE n'aura pas de dommages et intérêts. Ce serait la moindre des choses. Et pour finir, je vais vous présenter la mauvaise hypothèse, celle qui, je pense, n'arrivera pas. C'est l'État irresponsable. Il considère le projet GDE comme relevant d'une innovation industrielle. Ça, je l'ai entendu de la bouche du préfet. Et certains élus au Parlement, à l'Assemblée nationale, ont été approchés par GDE qui vantait l'aspect d'innovation industrielle du trou qu'ils sont en train de faire. C'est quand même extraordinaire. Mais c'est sur quoi, quand même, ils ont développé leur argumentation. L'État irresponsable ne déploie pas les arguments visant à trouver des marges de manœuvre dans son mémoire au Conseil d'État. La ministre doit remettre son mémoire au Conseil d'État. C'est à elle de dire que l'État est dans une impasse et qu'il demande au Conseil d'État de l'en sortir en disant le droit, en faisant jurisprudence. Troisièmement, il persiste à suivre les recommandations orientées du préfet. Là aussi, peut-être va-t-il falloir donner au préfet des instructions plus précises, d'être à la fois un peu plus ouvert et un peu plus intéressé aux réalités des problèmes de la population. L'État irresponsable ne prendrait pas en compte le projet de demande d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je pense que ça évolue bien, mais on ne sait jamais. Et enfin, dernier transparent, il ne saisit pas les occasions d'apaiser les tensions et d'approfondir le projet. Pour sortir de la situation actuelle, il faut un moratoire. Ça a été demandé par le Conseil régional. Il faudrait un médiateur ou un préfet qui joue le rôle de médiateur, et il faut une mission d'information parlementaire. Là, on est sûr que ce moratoire aura une consistance et que l'on sortira avec des résultats positifs. L'État irresponsable attise les tensions locales. Il est certain qu'aujourd'hui, Noël a demandé qu'il n'y ait pas de débordement, mais si GDE ouvre demain, je pense que la population, beaucoup dans la population se battront pour que les camions ne rentrent pas. Et là, il y aura forcément des tensions fortes et permanentes. Et finalement, l'État irresponsable provoquerait un appauvrissement du département et de la région et induirait des coûts importants pour les finances publiques. Voilà les deux hypothèses. Nous avons 2 mois pour que l'État exemplaire s'affirme. Nous avons créé les conditions pour y parvenir et votre mobilisation est absolument nécessaire. Merci.